Bien, je vais vous faire un petit focus sur les facettes articulaires, puisque on parle de remplacement discal, donc on s'intéresse évidemment à la partie antérieure de l'articulation. Mais l'aspect des articulaires postérieurs, évidemment, a toute son importance dans l'arthroplastie. Les facettes, évidemment, dégénèrent. Elles font partie du processus arthrosique du rachis. Cette dégénérescence s'accroît avec l'âge. Les articulaires postérieurs se dégradent de manière un petit peu asymétrique sur le rachis, avec une dégradation qui est un peu contre-intuitive parce qu'elle touche plus fréquemment la partie supérieure du rachis cervical plus que la partie inférieure qui nous intéresse quand même le plus souvent sur les chirurgies de remplacement discal. Malgré tout, c'est un sujet qui mérite d'être analysé. Il y a des outils pour analyser cette dégénérescence facétaire et on va voir un petit peu ça. Il y a des classifications. Alors, je voulais juste vous les citer. Je doute qu'il y ait beaucoup de gens dans la salle qui les utilisent de manière routinière dans leur pratique clinique, ce qui est un peu moins le cas sur le rachis lombaire. On est très habitué à analyser les facettes sur le rachis lombaire, beaucoup moins sur le rachis cervical, mais malgré tout, on a des outils, et notamment lorsqu'on veut faire des études, des outils à la fois radiologiques et des classifications à la fois basées sur les radios et sur le scanner. Je vous laisserai le loisir de découvrir tranquillement. Mais oui, pour répondre à la question de cette présentation, l'état des facettes est impérativement à prendre en compte, à mon sens, dans l'indication d'une arthroplastie. Pourquoi? On vient de le voir avec les présentations sur la biomécanique. Vous avez vu que nos amis biomécaniciens nous ont montré les facettes. À chaque fois, il y a dans les mouvements couplés une intrication très forte entre le mouvement du disque et le mouvement des facettes. Et si on va remplacer un disque par un disque artificiel, on va demander aux facettes de continuer à travailler, de faire leur travail de structure de guidage. Et si elles sont endommagées, eh bien, il y aura forcément une conséquence sur le fonctionnement de la prothèse et sur le résultat clinique in fine. C'est quelque chose, encore une fois, qu'on regarde de manière très, très claire sur la chirurgie lombaire et qui est peut-être un petit peu moins analysé dans notre pratique cervicale. Alors, lorsqu'on veut l'étudier, évidemment, on cherche à l'étudier cliniquement. Là encore, l'examen clinique de la douleur facétaire cervicale, il n'est pas facile. Nos confrères rhumatologues qui s'intéressaient encore à une époque à la problématique du rachis mécanique avaient décrit un certain nombre de petits signes, mais vous voyez la douleur locale à la palpation, les irradiations dans la zone thoracique et rétrocrânienne, c'est peut-être les éléments qui sont le plus fréquemment retrouvés dans ce genre de situation, mais qui se noient assez facilement finalement dans le tableau clinique de la névralgie cervico-brachiale. Donc il faut quand même aller les rechercher de manière un petit peu plus marquée. Il faut se méfier de ces patients qui décrivent une douleur rétrocrânienne qu'on classe souvent comme une arnoldalgie, alors que l'examen de leur articulation C1, C2 sur le bilan d'imagerie est strictement normal, et vous pourrez constater qu'on retrouve un peu fréquemment ces douleurs rétrocrâniennes chez des gens qui ont en fait une arthrose articulaire postérieure beaucoup plus basse. Donc des signes cliniques peu significatifs, pas très faciles à utiliser, puisqu'ils se noient dans le tableau global de la névralgie cervico-brachiale. Le bilan d'imagerie radiologique, évidemment, il y a une différence fondamentale entre la discopathie simple, isolée du fait de la destruction discale avec les ostéophytes de frottement sur un rachis cervical qui, par ailleurs, ne semble pas arthrosique. Et puis, à l'autre extrême, ici, une radio d'un patient manifestement dans une pathologie globale d'arthrose. La problématique, c'est qu'on peut se retrouver un petit peu entre les deux. Et si les choses sont un petit peu plus évidentes sur la radiologie de droite, malgré tout, dans un certain nombre de cas cliniques, on peut avoir des arthroses un petit peu plus isolées sur un étage et qu'il va falloir aller débusquer sur les radiologies, sur les radiographies. Cet exemple où on a véritablement une grosse arthrose antérieure et où on peut
pas forcément trop se méfier des facettes, mais malgré tout, vous voyez qu'ici, on a un ostéophyte qui est bien débusqué par les radiographies de 3/4, et cet ostéophyte n'est non pas antérieur, mais postérieur, et correspond ensuite sur le scanner à une véritable arthropathie postérieure, pour lequel, évidemment, une prise en charge à base de prothèse serait totalement contre-indiquée. Moi, je fais beaucoup de scanners sur les patients. On analyse le disque avec l'IRM, mais une bonne analyse des articulaires postérieurs, c'est plutôt avec le scanner. Et ces deux examens qui sont très complémentaires, que là encore, on a de moins en moins souvent sur l'IRM, en clinique, puisque les patients arrivent le plus souvent avec une IRM, mais qu'il faut savoir demander, et il faut savoir aller regarder latéralement. Hein. Là, on a tout ce qu'il nous faut pour expliquer une pathologie radiculaire et une névralgie sciatico-brachiale avec des ostéophytes rétro-corporéaux. Mais lorsqu'on va regarder sur le côté, il faut aller regarder ces coupes latérales, analyser les articulaires. Vous voyez qu'on a ici une pathologie articulaire postérieure avec, sur les coupes axiales, une grosse arthropathie qui, là encore, contre-indiquerait complètement l'utilisation d'une prothèse. En cas de doute, eh bien, on a les infiltrations test. Là encore, bien décrites et réalisées par la communauté des rhumatologues à une époque, les radiologistes, les radiologues interventionnels aujourd'hui, et le fait de faire une infiltration articulaire postérieure peut, au même titre que ce qu'on fait en lombaire, nous apporter un certain nombre d'informations cliniques en cas de doute. Puis il y a la situation extrême de la fusion totale de l'articulaire postérieur. Là, c'est pas que l'arthroplastie ne donnera pas un bon résultat. Le patient ira bien, mais il s'agira évidemment d'une arthrodèse de luxe, puisque la prothèse sera totalement immobile. Dernier point qu'on peut être amené à regarder, c'est la symétrie des facettes articulaires. L'asymétrie, l'absence de symétrie de ces facettes, on appelle ça le tropisme des facettes. Là encore, ça a été très bien décrit au niveau lombaire. C'est un peu plus récemment décrit au niveau cervical. Cette asymétrie des facettes articulaires amènerait à une moins bonne mobilité. C'est ce que montrent ces courbes, avec une étude où on séparait en deux groupes les patients ayant une symétrie ou au contraire une absence de symétrie. L'asymétrie articulaire amène à une moins bonne mobilité des prothèses, qui peut amener à se poser la question de l'intérêt de les utiliser. Et puis enfin, pour conclure à l'inverse, l'arthroplastie a elle-même des conséquences sur l'état des facettes articulaires. C'est quelque chose qu'on vient de nous expliquer au plan biomécanique, et donc j'insiste évidemment pas dessus. Le design de la prothèse influe sur les articulations, puisque si ce design est très peu contraint, les articulaires auront leur mouvement propre autorisé, et donc il y aura peu de pression sur ces articulaires. Au contraire, sur des prothèses contraintes, il y aura un effet d'hyperpression sur ces articulaires qui pourra amener à une dégradation progressive de ces articulations. C'est un élément qui est un petit peu étudié dans la littérature actuellement, avec quelques articles qui commencent à sortir sur le sujet, les conséquences de l'arthroplastie sur les facettes. Mais il y a encore très peu de choses dans ce domaine. Je vous remercie.